Bonsoir, merci d'être venu pour accueillir Corinne Mercadier. Corinne Mercadier est agrégée d'art plastique et licenciée d'histoire de l'art. En 1980, alors qu'elle pratique le dessin et la peinture, le Polaroid SX70 la conduit vers la photographie, qui devient alors la part la plus importante de son travail. En 1991, elle publie son livre « Où commence le ciel » aux éditions Filigrane, qui est le premier de 5 livres réalisés avec Patrick Lebescon, donc le responsable des éditions Filigrane. À partir de 1998, elle expose dans de nombreux lieux, en France et à l'étranger. En 2003, elle a bénéficié d'une commande du ministère de la Culture sur une proposition du musée Réatu à Arles. Elle a exposé photographies et dessins à New York en 2006 et 2008 à la galerie Alain Klotz. En 2015, elle a participé au festival Planche Contact de Deauville, où on lui a proposé une carte blanche sur la ville. Elle a été l'invitée d'honneur des rencontres de la jeune photographie internationale, organisées par la Villa Perrochon à Niort en 2018. La même année, elle est lauréate du prix de photographie de la Fondation des Treilles. Des photographies réalisées grâce à ce prix sont actuellement visibles au musée Réatu, dans le cadre de l'exposition La boîte de Pandore. Les photographies de Corinne Mercadier sont présentes dans de nombreuses collections, celles du Fonds national d'art contemporain, de la MEP, du musée de l'Élysée à Lausanne, de la Banque Neuflise. Elle est représentée par la galerie Les Filles du Calvaire à Paris depuis 1998. Nous avons aussi invité ce soir Sandra Stedley, qui est réalisatrice et scénariste. Elle a été formée à l'école de l'image des Gobelins. De 2010 à 2018, elle a réalisé 3 courts-métrages, une fiction intitulée Ce jour-là, qui a été sélectionnée dans une dizaine de festivals internationaux, et 2 films documentaires produits par Amart Film, sur le travail de 2 artistes, dont Corinne Mercadier, que nous verrons tout à l'heure. Parallèlement, elle a coécrit des scénarios avec plusieurs réalisateurs. Elle complète aujourd'hui son parcours cinématographique avec la photographie. De New York à Hong Kong, elle explore les territoires urbains et leur architecture. Elle travaille actuellement sur une série de photographies axée sur la lumière, intitulée Soleil noir, et elle poursuit un travail commencé il y a plusieurs années sur les volcans et leur résonance sur l'environnement. Et pour conduire ce débat, Béatrice Andrieux, titulaire d'un DEA en esthétique. Béatrice Andrieux est commissaire indépendante, critique d'art et a été directrice artistique de différentes manifestations. Elle vient de terminer en décembre dernier une exposition personnelle de Corinne Mercadier à la galerie Le Salon H, réunissant dessins et polaroïdes. En 2019, elle a été invitée par le Centre régional de photographie de Douchy-les-Mines, dans les Hauts-de-France, pour concevoir un projet à partir des collections de ce premier centre photographique français qui, je le rappelle, a été créé en 1986. Elle a été invitée aux Rencontres d'Arles en 2017 pour assurer les commissariats de l'exposition Lévis de France. Elle a été directrice du festival Alt plus 1000 en Suisse en 2015, où elle a notamment invité Georges Rousse à réaliser une œuvre in situ. Et je rappelle que nous avions invité Béatrice avec Georges Rousse, c'était en 2016. Voilà. Et vous pouvez voir, et je le rappelle, vous pouvez revisionner nos soirées sur notre site, vous y avez accès. De 2011 à 2014, Béatrice Andrieux a collaboré à Paris Photo et à la création de Paris Photo Los Angeles. Et ses débuts, elle a débuté à la galerie Zabriskie, puis à la galerie du Jour Agnès B, où elle a organisé plusieurs expositions monographiques. Elle écrit et collabore régulièrement au magazine Idéat et au quotidien de l'art. Je vous passe la parole et on va démarrer la soirée tout de suite. Bon, je suis ravie de vous retrouver tous ici et d'être avec mes invités Sandra et Béatrice, avec qui on va partir pour un voyage de 30 ans de travail.
en 12 séries. Ça fait beaucoup, mais bon, c'est comme ça que j'ai travaillé. Donc, on va essayer de vous guider dans ce parcours. Voilà. Il y aura donc une projection de photographie et, avec un film qui sera intercalé au milieu. Voilà. Bon, alors je vais commencer avec cette première série qui s'appelle Paysages de 1992 à 1994. Et effectivement, on l'a rappelé, de 1980 à 2008, tu vas découvrir le Polaroid 670 et tu vas débuter avec cette série qui est une déambulation loin des mises en scène actuelles que nous allons découvrir. Oui, en fait, j'ai commencé donc auparavant, avant ces années-là, avant la série Paysages, j'ai commencé par faire des polaroïdes à partir de cartes postales et d'objets, de toutes petites mises en scène. Et je me suis tout de suite intéressée en fait au polaroid par rapport à la photographie traditionnelle, même si je m'en suis toujours servi en fait tout le long de mon travail. Donc la série Paysages, ce sont des promenades en fait dans des lieux qui me sont très chers, le parc naturel de la Narbonnaise, avec le littoral du Languedoc, et en particulier ce qu'on voit là à l'image, c'est un fameux village qui s'appelle les Chalets de Gruissant-Plage, là où a été tourné 37 le matin de Benex en 85. Et donc ce sont des cabanes sur pilotis qui sont sur pilotis parce que la mer venait sur la plage en fait l'hiver. Et moi, ce qui m'a plu dans ce lieu, en fait, c'est le côté vernaculaire, c'est le côté traditionnel construit par les gens. En fait, au début, c'était un village de cabanes dans les années 20. Et ce que vous voyez là et qui ensuite va être présent dans toutes les images de mon travail au Polaroid, c'est que les Polaroids, ce sont des Polaroids d'après des tirages couleurs. Je faisais une première prise de vue en fait au 24-36 en extérieur, et ensuite je reprenais en photo les tirages que j'avais réalisés en fait à partir de ces lieux dans lesquels je me promenais. Et Corinne, excuse-moi, mais quel a été le déclencheur de cette technique photographique, de cette double prise de vue ? En fait, on peut se demander, parce que c'est vraiment étrange de ne pas se satisfaire d'une première prise de vue, mais ça a toujours été pour moi comme si, en me promenant comme ça dans le décor qui m'importait, c'était simplement une captation, en fait, seulement une captation. Et qu'ensuite, en refotographiant ces tirages, je disais vraiment qui je suis, ce que je vois. Je rééclairais en fait les images que j'avais faites. Par exemple, là, dans l'étang de Thau, près de Sète, donc dans ce parc à huîtres, là, j'ai fait un ciel obscurci qu'on retrouve après dans beaucoup d'autres travaux, dans des séries où c'est fait d'une façon plus plus rigoureuse, parce que là, c'était en même temps, il y avait un côté très ludique dans cette double prise de vue, parce que je faisais ce Polaroid dans mon atelier à partir des tirages posés au sol. Mais je crois que c'est vraiment ça, c'est moi seulement si c'est double. Donc là, on voit que les couleurs sont tout de même assez étranges. Elles sont, parce que le Polaroid SX70 a pour particularité de contraster énormément et de saturer quelquefois les couleurs, mais en tout cas, ce qui m'intéressait, c'était le contraste. Et puis, en voilà une qui est faite à partir d'un tirage noir et blanc. Donc, les couleurs qu'on voit, c'est uniquement les couleurs du Polaroid SX70 lui-même, qui interprète le noir et blanc. Et tout ça, Sandra, c'est aussi, ça donne un côté très graphique, dessin presque, puisque j'ai toujours dessiné en même temps. Il y a un grain proche du pastel que je pratiquais à l'époque. Et la géographie un petit peu l'architecture de tes photos, ça rentre en compte dans tes compositions? Comment tu envisages le cadre quand tu fais oui, bien sûr, puisque tu as raison de poser la question, parce que la première image est rectangulaire, et qu'ensuite je recadre dedans avec le Polaroid, ce qui fait qu'en une séance, il y avait plusieurs cadres différents, et finalement je choisissais, je pense, le plus étrange, pas forcément, mais quelque chose d'inattendu, qui ne se voyait pas forcément dans la première image. Et voilà un accrochage donc au musée de Villeneuve-sur-Lot en 2007. Je vous montre ça parce que on avait initié cette façon de présenter les paysages avec Christine Ollier pour une monographie
qu'on avait réalisé en 2007. Et du coup, ça donne, je pense, un intérêt supplémentaire à ces images du fait qu'on croise, qu'on lit pas seulement de gauche à droite, mais que tout se croise. Ça fait un pavé plus intéressant, je trouve. Alors, on vient de le voir dans cette série Paysages, le ciel est important pour toi. Et donc, où commence le ciel? C'est une question que tu as posée à des écrivains, à des chorégraphes, à des architectes et des photographes comme Bernard Plossu. Et donc, qui a donné lieu donc à ce livre chez Filigrane. Et en fait, dans ce travail-là, on sent bien que tu t'intéresses à la notion du cadre et aussi à ce point de vue hors de soi, en fait. Oui, alors là, avec Où commence le ciel, il y a un début d'intérêt pour les gens. Donc il y a des personnages qui se dessinent dans ces grands paysages. Et ce qui m'intéressait là, cette question Où commence le ciel, c'était comment ça se passe le monde depuis notre point de vue à chacun. Quels sont les obstacles qui nous empêchent de voir ce qu'il y a plus loin. Et ces obstacles-là, c'est notre monde en fait, c'est ce qu'on voit, mais on peut se déplacer. D'ailleurs, là, on est en voiture. Il y a au premier plan un grand essuie-glace, une digue sur laquelle il y a marqué « Défense de stationner », et puis un personnage qui a l'air très intéressé par quelque chose qu'on ne voit pas. Il a des jumelles et il regarde vers la mer. Bon, ça se passe à Honfleur, mais en fait, ça, c'est pas très important finalement dans la série. Et comment t'es venue cette idée de chercher le commencement du ciel? Oh. D'ailleurs, il y a dans la salle des anciens élèves à moi qui peut-être ont eu cette question en sujet une fois, non, qui ont été désespérés. Donc, ça m'est venu parce que c'est une question qui est plus poétique que scientifique, mais une fois que je me la suis posée comme ça, je ne sais pas, au sortir d'un rêve, j'ai eu envie de la poser à d'autres personnes, et en particulier des gens qui ne sont pas forcément dans l'image, des écrivains. Architecte, oui, on est dans l'image, mais avec un point de vue très particulier, justement construit. Et puis un chorégraphe, Daniel Larieux, tous ces gens d'horizons très variés qui ont eu la gentillesse de répondre à partir de leur point de vue. Et c'est ça qui m'a intéressée. Et les artistes, c'était Bernard Plossu et Alain Flécher qui chacun ont réagi à leur façon. Et du coup, ce livre est paru en 1996, c'était mon premier livre. Le Touquet. Au premier plan, il y a une barque renversée. Et cette photographie, donc, l'intérêt pour moi, c'est l'incroyable couleur du ciel, en fait, qui est vraiment comme un jet de pastel et le grain du Polaroid qui est inimitable. Voilà. Alors là, c'est mon fils. On est à Cannes et cette photo, le sens de cette photo, c'est qu'il se tourne parce qu'il est en train de voir deux femmes qui passent et que justement, je ne les vois pas. À ce moment-là, en fait, j'avais mon appareil photo et quand il s'est tourné, j'ai pris cette photo. 2 minutes après, c'était Martine Parr. Mais voilà, ce qui m'intéresse, ça se voit bien dans cette image-là, c'est que lui me cache ce qui est en train d'attirer son attention. Et puis, je voudrais vous montrer aussi une chose, ça là, ce petit défaut du Polaroid, qu'à l'époque, en fait, on ne retouchait pas. C'était pas gênant, c'était un défaut de l'appareil. Et je crois que maintenant, notre œil est tellement formaté par le numérique et sa perfection que, je pense que c'est quelque chose qui est assez étonnant. Et là, tu es toujours en double prise de vue. Ah oui. Ça continue. En fait, tout ce qui est Polaroid, c'est double prise de vue, sauf une série qu'on verra tout à l'heure, mais qui a ses raisons. Donc là, par exemple, le ciel commence ici. Là, l'horizon est là. Et là, c'est juste un rang de nuages bizarrement horizontal. Mais vous voyez, au premier plan aussi, il y a une ombre. Ça, c'est le travail en atelier qui crée une espèce de théâtralité supplémentaire par rapport à la première prise de vue. Je crois que j'ai toujours besoin de quelque chose de théâtral et de mise en scène, même si là, il n'y a pas de mise en scène. Et puis là, les enfants qui courent sur la plage du Havre à marée basse.
Si c'est dans cette série, c'est parce que entre l'horizon et puis le milieu de la digue, là, il y a une espèce de correspondance de valeurs qui fait qu'on dirait que l'horizon se prolonge dans la digue. Et puis le côté complètement surexposé de la plage. Donc en fait, il y a eu un moment même quand je faisais la série Paysage où il y a eu dans un journal, je ne sais plus lequel c'était Réponse Photo ou quoi, mais pourquoi ça c'est bien et moi non? Pourquoi c'est pas une photo ratée? Donc là, on va découvrir une autre série qui s'appelle Glass Types, qui est vraiment très différente de ce que nous venons de voir, mais qui rejoint tes deux passions pour la pratique du dessin, de la peinture et de la photographie. Et donc, sans dévoiler tes secrets de fabrication, parce que vous allez le découvrir, c'est très particulier, on va découvrir une autre pratique que tu as du Polaroid, et aussi ces rappels qui sont importants de mentionner à l'histoire de l'art, et notamment à la présence de Giotto. Oui, c'est ça. Alors, on ne sait pas du tout comment ça a commencé, mais j'ai fait des peintures sur verre photographiées au Polaroid. Et donc, ce sont des plaques peintes. Là, par exemple, sur cette image, il y a 2 plaques superposées à partir d'architecture, comme tu dis, plus ou moins abstraite, puisque l'arrière-plan ne l'est pas du tout, le premier, oui. Et je suis partie de mon grand intérêt pour Giotto, et en particulier la chapelle de l'Arena à Padoue, qui est une espèce d'immense bande dessinée. Et j'ai bien l'impression que cette maison de l'Annonciation à Sainte-Anne, c'est moi qui l'ai peinte, en fait. Donc, j'ai toujours été intéressée par le fait que à la fin du Moyen-Âge, au début de la Renaissance, il y a un problème de hiérarchie qui contredit la perspective, enfin les débuts de la perspective. Je trouve que c'est ça qui est intéressant. Et donc, je me suis mise à peindre à partir de ce décor-là, de l'Annonciation. Et ça a donné aussi, par exemple, là, le sommet de la terrasse qui est transformé en une espèce d'architecture très haute sur pattes. Et donc là, la peinture sur verre donne des couleurs presque vitrail. Voilà. Et Glass Type, ça veut dire peinture sur verre. Enfin, c'est vraiment cette technique-là. Eh bien, c'est pour ça que tu as appelé la série. Pas tout à fait. Glass Type, ça veut dire verrerie, c'est-à-dire si j'ai choisi ce titre, c'est parce que ça évoque glace, ça évoque le verre, et type, typo, l'impression en fait, la photographie. Alors ça, c'était 1987. Et puis pendant plusieurs années, en fait, j'ai laissé les Glass Type de côté. Et en 1997, bah oui, en fait, j'ai fait les paysages et où commence le ciel. En 1997, j'ai commencé une série qui a duré 2 ans parce que j'ai été obligée de rester chez moi pendant 4 mois à cause d'une opération. Et j'ai appelé Patrick Lebescon, en fait, l'éditeur de Filigrane. Je lui ai demandé s'il était d'accord pour qu'on fasse un livre à cette occasion. Et j'ai écrit un journal. Ce livre s'appelle Dreaming Journal. Et on voit que les Polaroids, oui, ce sont toujours des Polaroids d'après des peintures sur verre, mais c'est différent. Ce sont des objets vraiment isolés sur un fond comme des personnages. Ils se détachent et ils irradient, ils ont une aura en fait lumineuse. Et on distingue bien les traces de peinture. Mais en même temps, il fallait que ce soit très très réaliste pour qu'on croie que c'est vraiment une chemise, mais en réalité c'est tout plat, c'est vraiment en 2 dimensions. Alors dans cette diapositive, là, on a choisi de reparler d'expositions que nous avons présentées ensemble au Salon H et qui est essentiellement donc les Polaroids originaux de la série Glass Types et Une fois et pas plus qu'on va découvrir par la suite. Et puis après des dessins. Mais ce qui, moi, m'a beaucoup plu dans cette exposition, c'est de revoir ces Polaroids originaux parce que tu n'as pas... je voudrais que tu reparles de ces Polaroids agrandis, en fait, parce que dans les premières séries que nous avons vues, ils sont agrandis. Alors qu'ici, ce qu'on a présenté, c'est vraiment les Polaroids originaux qui ont été... très peu montré, appareil photo en 2008 et 2009, à Niort, et puis au salon, sur le stand des Filles du Calvaire qui te représente à Photo London. Mais voilà, disons que c'est un travail qui méritait d'être représenté dans sa globalité. Oui, c'est assez différent tout de même. C'est vrai qu'on ne vous a pas dit que les expositions aussi, on a vu une image d'une installation, mais les Polaroids originaux, en fait, ne sortaient quasiment jamais.
pour moi, c'était agrandi, qu'ils avaient de l'intérêt. Et en fait, au fil du temps, je me suis aperçue qu'ils ont une beauté particulière parce qu'ils sont très définis, ils sont et puis uniques. Donc cet objet unique aussi qui se rapproche du dessin. C'est pourquoi on les a montrés ensemble en fait au Salon H, avec des dessins que vous verrez tout à l'heure en détail d'une série qui s'appelle Black Screen Drawings. Alors là, justement, donc on va évoquer Une fois et pas plus, qui date de 2000 et 2002. Et là, c'est vraiment le début des mises en scène et des lancers d'objets qui nous a fascinés toutes les deux, on va dire. C'est vrai. Ah bah, tant mieux. Donc, j'ai commencé en fait à trouver que la peinture sur verre, c'était très minutieux, très compliqué d'une certaine façon. Et surtout, comme j'étais guérie, j'ai eu envie de sortir. Et on a commencé à faire des prises de vue en extérieur. Alors, vous pouvez reconnaître un peu la chemise. Hein, enfin, en tout cas, c'est pas très éloigné. C'est un tronc de cône hexagonal armaturé en fibre de verre avec des manches, couture maison, puisque je réalise les objets et les costumes de mes photographies. Et donc, alors là, c'est tout ce début en fait des mises en scène. C'est la famille, c'est ma fille, c'est ma mère qui lance, c'est mon mari qui surveille. Et donc, on est tous, en fait, c'est assez simple, en fait, ces débuts-là. Il n'y a pas de... Ça s'organise très, très facilement. Et toute la série, là, en fait, ce sont des photographies en couleur, donc Polaroid, à partir de tirages noir et blanc. D'où le titre Une fois et pas plus. Parce que oui, Une fois et pas plus. Alors là, c'est le titre donc, de toute cette série. Je l'ai choisi en référence à un poème de Rilke, la 9e élégie de Duino, qui raconte qu'on n'a qu'une fois et pas plus sur Terre. Donc c'est ici et maintenant que ça se passe. Et c'était pour moi une métaphore du fait que je travaillais au Leica argentique M6 et que donc un lancer d'objets était équivalent à une prise de vue. Donc c'était vraiment fantastique quand sur une planche contact, il y en avait une ou deux. Ça a bien changé. Donc voilà, ça on l'a vu. Et donc je suis très très intéressée. En fait, je fais facilement des diptyques, des triptyques et des polyptyques. Et là, c'est le travail en atelier en fait de la deuxième prise de vue qui me permettait d'assembler, de rapprocher en fait deux photographies. Ça veut dire que dans ton atelier, tu fais d'abord tes costumes, tu réfléchis à une certaine mise en scène. C'est une des premières fois où tu fais une scénographie dans tes photos, et ensuite tu vas faire des prises de vue. Oui, en général, ça se passe comme ça, c'est-à-dire que je dessine un objet, je le réalise une fois qu'il est dessiné. C'est pas toujours simple, mais je me suis efforcée de le faire. D'ailleurs, il est là. Voilà, c'est la même chose, un tronc de cône hexagonal avec des manches en organza. Et quand c'est pas géométrique, ça vole pas, je vous le dis. Donc, c'est ça, c'est un travail qui commençait à être long et organisé. Oui. Un travail de préparation. Ah oui, parce que là, à cette époque-là, en 2000, j'ai commencé à dessiner dans les carnets ce que je voulais voir, en fait. Mais c'est ça, cette double prise de vue, c'est aussi ce que je veux voir. Il faut que je le fasse pour le voir. Voilà, celle-là. Donc cette photographie est présente dans le livre de Michel Poivert qui est sorti à l'automne, la photographie française de 1970 à nos jours. Et puis je suppose que, j'en ai pas parlé avec lui, mais c'est ce côté personnage qui part en fumée, en fait, avec le lancer d'objets. Pardon. Et du coup, j'ai utilisé le temps de pause pour créer des événements. Et il y a quelque chose aussi à voir avec le hasard, c'est-à-dire que le hasard est convoqué, mais c'est pas lui qui fait tout, mais enfin c'est un partenaire, on le voit plus tard. Voilà, Une fois et pas plus, numéro 43. Alors celle-là, c'est la star de la série. Peut-être parce que tout est blanc, qu'on est dans le sel, dans des salins abandonnés, toujours dans la région du Languedoc. Et donc cette équivalence en fait entre tous les éléments, la chemise, le sel, l'air et le bloc de sculpture qu'on lui lance à la tête, c'est une personne très calme. Et puis là, alors on aborde une autre chose qui me tient à cœur, c'est l'idée de phylactère. Donc Iris pose tranquillement et on lui lance
des rubans. C'est du matériel de voile en fait, qui est très, très inerte, qui prend des formes. Et donc là, cette espèce d'embrouillamini, c'est un peu l'équivalent d'un phylactère. Et comme j'aime énormément l'histoire de l'art, je vous montre là l'Annonciation de Lorenzetti, donc milieu du XIVe siècle, dans laquelle l'ange annonce à Marie qu'elle va être mère, et Marie regarde vers Dieu qui est entre là-haut, là, et elle lui répond qu'elle est sa servante, là. Il y a d'ailleurs des peintures, je n'ai pas vérifié celle-là, où c'est écrit à l'envers, parce que Dieu est de l'autre côté. Et puis une autre qui va avec la première, où là c'est assez inquiétant, c'est un ensemble pareil, un ensemble de sculptures qui est lancé, et le personnage est dans son monde, dans ses rêveries, et semble, comme souvent après dans mes images, semble ne pas se rendre compte de ce qui se passe. Voilà une vue d'exposition de la série Une fois et pas plus au musée de La Roche-sur-Yon en 2007, et toujours la coproduction qu'on avait montée avec Christine Ollier, est liée à la monographie. Alors là, effectivement, on revient sur un travail qui est toujours en relation avec, d'une certaine manière, le ciel, puisque donc tu as eu cette commande par la délégation aux arts plastiques et avec Michel Moutachard, la conservatrice du musée Réatu, qui t'a donc donné une carte blanche sur cette ville d'Arles. Et là, on va découvrir justement avec voilà, cette diapo, toujours ton intérêt pour... Alors là, je dirais que ça réunit tous les éléments, le ciel, les objets, les toits, et toujours quand même l'architecture. Ah oui. Oui, là, c'était une commande extraordinaire, carte blanche. J'ai décidé de travailler sur le côté minéral de la ville d'Arles, et j'ai choisi de monter sur des toits de bâtiments remarquables. Ça, c'est l'église des Prêcheurs. Et il y a eu aussi des photographies faites sur le toit de Saint-Trophime. Donc là, cette image montre le choix enfin, Christian Lacroix a fait une exposition au musée en 2008, et il a choisi dans les collections du musée des pièces, dont ce quintiptyque, polyptyque, qui comporte une image toute seule et ensuite 4 qui ensemble montrent la totalité du toit, avec des livres dorés lancés, fabriqués par moi, donc attachés avec un fil de nylon et lancés sans tomber dans la rue. Et donc là, on voit bien le toit, un toit exceptionnel en fait, c'est l'extrado des voûtes, il n'y a pas de couverture. Je crois qu'il y a plusieurs églises provençales qui sont dans ce cas. Et donc, c'est un ensemble de triangles de pierre assemblés avec une espèce de peau de texture, de lichen incroyable. Et donc là, ce personnage-là qui lit un des livres dorés, en fait, ça revient pour moi au phylactère tout noir. C'est le côté réflecteur en fait, du ciel. Il n'y a rien à voir, il n'y a rien à savoir. On se débrouille. Alors là, on passe à Longue Distance, qui est toujours aussi, donc c'est une série à partir de Polaroid, mais d'après une prise de vue au Leica, en noir et blanc, et ce sont des tirages que tu réalises toi-même. Et là, effectivement, on a été très intrigués par cette première image, cette première mise en scène, en fait, qui t'a inspiré pour la suite de ce que tu vas faire, en fait. Oui, c'est pas une mise en scène, justement. Oui, non, mais... justement, en fait, cette photographie première de la série Longue Distance, c'était une scène tout à fait familiale, amicale, ordinaire. Et je me suis aperçue que tout le monde s'occupait de ses affaires. Les ados boudent parce que ça cuit pas assez vite. Bon, il se passe plein de choses. Et du coup, j'ai fait le tour de cette scène et j'ai pris mon appareil et j'ai fait la photo. Et ensuite, je me suis aperçue que c'était vraiment le début de quelque chose. Et j'ai choisi de recadrer les images. En fait, c'est des fragments de Polaroid SX70 agrandis. Et on a été jusqu'à 1,60 m avec une texture qui me plaisait beaucoup, en fait, très poudreuse. Puis c'est une approche, je trouve, très cinématographique, enfin, surtout sur cette prise de vue-là. Oui,
surtout sur celle-là, peut-être parce que tout le monde est à distance, que le champ est grand, large. D'ailleurs, là aussi, c'est tout l'ensemble de la série. C'est peut-être la différence avec les précédentes où on est dans un cadre plus resserré, sauf le toit d'Arles. Mais là, du coup, après, donc tout était calculé et dessiné. Avec cette idée, là, toutes les photographies ont un titre à partir de là. Donc celle-là, Tombée des cintres, eh bien, Iris constate qu'elle a peut-être une deuxième ombre qui est tombée à ses pieds. Et l'interrogation du personnage, en fait, est renforcée pour moi par le fait que le décor est vide. On est sur une table salante abandonnée avec des petits canaux qui devraient distribuer l'eau à droite, à gauche. C'est où exactement ? C'est près de Narbonne. C'est tous les salins du Midi, en fait, qui ont été abandonnés dans les années 60 et qui étaient très, très, très importantes. C'est la culture du sel et de la vigne, là-bas. Longue distance, l'Or 1. Donc là, pour moi, il y a une évocation de Cerbère et de Styx, avec quelques petits mystères flottants sur l'eau. Et dans tout ça, en fait, les lumières sont retravaillées en atelier, ce qui fait que là aussi, j'ai théâtralisé les images. Le ciel n'est pas foncé, en réalité. Mais c'est cette inversion qui me plaisait, surtout qu'avec le sel, là, forcément, ça fait un sol tout blanc. Donc là, j'ai voulu qu'on fasse une anamorphose de labyrinthe et que donc on trace dans la vase au râteau ce labyrinthe. Bon, c'est pas tout à fait réussi au fond, mais bon, quand même. Et donc la commande à mon fils Paul, c'était tu cours jusqu'au bout et là tu vas te trouver devant ton escalier de verre. Ça s'appelle l'escalier de verre. C'est-à-dire ton destin. Il n'y a que toi qui le vois, c'est ton destin. Et toujours mes références bien aimées. Donc là, vous voyez qu'en bas le jugement dernier de Memling, ici, là, pour accéder au paradis, il y a un escalier de cristal. Alors là, on commençait quand même dans la diapo précédente, on commençait quand même à voir déjà le dispositif très complexe que tu mets en place. Et on se doute que c'est une entreprise familiale, mais que tu es particulièrement aidé par Philippe Guillaume quand même, qui t'accompagne depuis le début. Aussi dans toute la réussite et la mise en place de ces mises en scène. Bah oui, c'est mon mari et on travaille ensemble depuis très longtemps. Il est à la fois la personne qui a un œil global sur ce qui se passe, qui me fait des signes ou voilà, on communique sur les prises de vue et c'est lui qui lance beaucoup d'objets. Et aussi qui a un regard sur l'ensemble de ce que je fais. Oui, parce que là, notamment, sur cette image, ce serait intéressant que tu parles aussi de l'ombre, justement, de Paul. Là, la petite ombre. Oui, en fait, c'est ça le Polaroid. En fait, ça écrase tout, ça simplifie tout. Et cette simplification, c'est aussi quelque chose que je recherche encore maintenant. Mais du coup, l'ombre, c'est une espèce de petite virgule légère par rapport à l'architecture du labyrinthe. Entre parenthèses, l'architecture invisible, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et en particulier, je pensais à Jacqueline Salmon, qui a eu la même commande que moi à Arles, et qui a travaillé sur le fait que chez les Romains, on était propriétaire d'1 mètre carré de sol et de la colonne d'air qui s'élevait de ce mètre carré. Bon, même ligne. Et voilà un accrochage à la Galerie Les Filles du Calvaire, une exposition en 2007. Bon, je montre ça parce que ça donne un peu l'échelle des photographies dans l'espace. Voilà, donc là, effectivement, on va rapidement passer sur cette série solo, mais qui est le tournant chez toi, un tournant important avec l'arrêt du Polaroid et la découverte pour toi du numérique et de ses nouvelles potentialités. Oui, alors en fait, on va pas parler tout de suite des photographies de la série solo, mais on va voir le film qu'a réalisé Sandra Stedeli, donc produit par Amart Film, et c'est Amaury Mullier en fait qui a créé son entreprise en 2014. Enfin, en tout cas, en 2014, il nous a fait rencontrer. En tout cas, le film a été fait en 2014, ça c'est sûr. Oui, c'était Amaury Mullier qui a été à l'initiative de la rencontre entre Corinne et moi.
C'est un film qui fait partie d'une collection qui s'appelle Tandem et qui a pour but de réunir un réalisateur ou une réalisatrice avec un artiste, avec un autre artiste, et faire des films courts sur le processus créatif de l'artiste. Donc avec Corinne, on s'est vus, on ne s'est plus, et on a fait le film. C'est vrai. Et on a beaucoup parlé, j'ai beaucoup questionné Corinne sur son univers, sur ses références. J'ai sciemment pas vu beaucoup de photos. Je voulais laisser une part de surprise et de découverte pour faire le film. Et le souvenir le plus frappant pour moi, c'est d'être rentrée dans son atelier et d'avoir vu tous ces objets, ces costumes, cette sorte de théâtralisation de la photo. Donc ça m'a vraiment beaucoup touchée, enfin intéressée et interpellée. Je me suis dit, voilà, partons sur cette mise en place d'objets dans une prise de vue photographique. Et peut-être qu'on peut lancer le film. Et ensuite, moi, je peux parler du détail du film par la suite. Je ne veux pas trop dévoiler, autant laisser le mystère des images toute seule. Il y a à la fois ce carambolage de temps et d'espace, c'est-à-dire une concentration de l'ailleurs, de ici et ailleurs, en haut, en bas, et puis le temps. Et donc, entre les personnages qui ne bougent pas, par exemple, et les objets lancés, il y a cette interaction. Je suis dans la mise en scène, est-ce que là on est bien placé? Et je sais à peu près ce que je vais obtenir, mais je ne vois pas, évidemment. Elle, la photo, a vu. Mes premières photos, ce sont des photos de photos. Je partais d'une première image que je reprenais en photo Polaroid pour profiter de ses défauts, en fait, c'est-à-dire le vignotage, le contraste important, la matière. Et ces défauts me semblaient vraiment importants parce qu'ils donnaient un grain à l'image, une tonalité distante. Et c'est ça aussi que je cherche. Voilà, entre terre et ciel, revenons sur terre. Et ce film, il y a eu une durée, enfin le tournage a duré 1 jour et demi, enfin 2 jours en comptant les arrivées et les départs. Et je me souviens, je suis partie avec juste un cadreur et je voulais filmer Corinne sans la gêner. Donc je lui ai jamais demandé de recommencer les prises. On était là sans être là. On a essayé d'être le plus discret possible. Discret. Et on a essayé de lui voler quelques moments dans son processus créatif et de saisir ce hasard aussi qui fait partie du film, parce que je ne savais pas. Moi, je suis partie sur le Abage avec juste une trame de scénario, avec pas grand-chose. C'était, je pense, plutôt pour me rassurer. Et j'ai laissé faire Corinne photographier, faire ses mises en scène. Et je me suis dit que je vais me laisser surprendre. Les images aussi vont me surprendre, comme les photos de Corinne peuvent la surprendre quand tu les découvres finalement, c'est ça. Et j'ai laissé cette part de hasard aussi au tournage. Et les choses se sont un peu plus incarnées au montage, que j'ai fait avec mon monteur, Guillaume Germaine. Et je me suis également tenue à faire quelque chose d'assez chronologique. J'ai voulu partir de l'objet jusqu'au résultat final, qui est donc ces photographies qu'on découvre à la fin. Et voilà, c'était pour moi filmer une expérience artistique. Et entre terre et ciel, j'ai mis du temps à trouver ce titre-là aussi, parce que c'est vrai que l'expression qu'on utilise le plus souvent, c'est entre ciel et terre. Et je trouve que Corinne, c'est plutôt entre terre et ciel. On part du bas et on s'élève très très haut. Et comme on ne sait pas où s'arrête le ciel, ou on ne sait pas où il commence. Justement, j'ai le souvenir de vous deux rampant derrière moi. Je ne les ai pas vus faire, en fait. C'était vraiment d'une discrétion absolue. Et c'était très intéressant de ne pas être justement interpellé dans aucun moment. On n'a refait aucune prise. Et on a eu énormément de chance parce qu'il y avait beaucoup de vent, c'était l'idéal. Oui, donc le son, on a un peu oublié d'utiliser le son qu'on a pris quand même en prise de vue. On s'est servi que de la voix de Corinne à l'intérieur.
Mais ce qui est intéressant aussi dans ce film, c'est que en fait, Corinne avait déjà commencé cette série solo, et que toi, tu interviens alors que la série Elle était presque finie. Presque finie. Oui. Donc ce serait intéressant que tu rappelles un petit peu comment tu as repensé peut-être ces mises en scène. Oui, Est-ce que c'était quelque chose que tu avais dans tes dessins ou... Oui. Ouais. Oui, juste, on verra après donc les photos antérieures, mais celle-là, demain, c'est vraiment quelque chose que j'avais en tête de toute façon, de travailler sur un grand cercle et des lancers d'objets, et je me suis servi d'objets que j'avais fabriqués déjà pour d'autres pièces de la série. Là, en fait, si j'ai choisi cette image, parce qu'en fait, j'avais dit à Sandra, c'est pas du tout sûr qu'il y ait des photographies à la fin du film. Ce serait bien qu'on puisse les inclure, mais il y a peu de chance. Et en fait, grâce au numérique, il y a déjà plus de chance qu'avec l'argentique. Et donc là, j'ai choisi cette photographie parce que tout vole, en fait. Rien ne touche le sol, la petite fille est en l'air, les balles sont en l'air. Et donc les balles, c'est des constellations qui font une ombre qui m'a intéressée aussi, là, cette ligne complètement inattendue. Et il y a donc 2 ou 3 lanceurs, je ne sais plus, 3, qui sont hors champ. Et donc, de ta question... Non, c'était de savoir si cette image-là, tu l'avais déjà dessinée, tu voulais la faire, ou si l'occasion t'a été donnée grâce au film, en fait. Oui, je pensais juste à faire un cercle dans le sel, comme ça, mais c'est le film qui m'a poussé en fait à penser de nouvelles scènes. Par exemple, le filet. Le filet, j'avais déjà commencé à travailler avec, mais ça n'avait pas donné de bonnes choses. Et juste, c'est vrai que on parle beaucoup tu dis que le numérique t'a permis de faire beaucoup de choses, mais quand même, j'imagine qu'il y a eu des conditions un petit peu, pas extrêmes, mais beaucoup de vent. Toi, tu arrives pour 1 jour et demi de tournage. Oui, c'était un peu rapide. Je me souviens qu'on est à peine descendu du train, qu'on était déjà sur le sel. Et je pense qu'en même temps, les choses n'ont pas été trop calculées, elles se sont faites assez naturellement. Corinne était en train de travailler et on s'est immiscé dans son travail. Je crois que les choses se sont posées petit à petit comme ça, et l'incarnation s'est construite au fil de ces jours et demi, en tout cas, de ce jour et demi. Oui, c'est vrai que quand les conditions sont là, il faut y aller, c'est très rapide. En fait, moi, je pense que le film, c'est un peu le hors-champ, voilà. J'ai voulu filmer le hors-champ de la prise de vue de Corinne, si on peut faire une sorte de résumé. En tout cas, je l'aime énormément. C'est un film qui parle tellement bien justement de comment ça se passe et que personne ne voit. C'est très, très bien. Donc là, une photographie plus ancienne de la série Solo, donc sur un aéroport abandonné, toujours dans la même région, avec un vol de Sando qui fait un petit 8 couché, un petit infini surprise. Et donc là, c'est encore on peut dire que c'est le hasard qui a fait ce 8, mais pas plus que les autres boucles. Et ce qui m'intéresse, c'est que c'est aussi ça par rapport au phylactère et à l'écriture. Là, on voit un infini, mais pourquoi là? Donc ça m'intéresse la calligraphie, le code en fait, les codes de lecture des signes. Et par rapport à... Parce que là, du coup, ce sont des photos que tu retravailles sous Photoshop. Ah oui. Et là, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un passage du Polaroid à Photoshop? C'est une rupture pour toi, une continuité? Qu'est-ce qui allie les deux démarches? Là, c'est un peu les deux. Au début, j'étais vraiment perdue. J'ai passé 3 ans à expérimenter toutes sortes de techniques. Techniques pauvres, des appareils comme Diana, Olga, mettre du gel sur les filtres. Enfin bref, appauvrir l'image. Alors qu'en réalité, quand même, j'ai toujours été intéressée par le fait qu'un appareil, s'il donne un effet, c'est le bon effet, en fait. J'aime pas trop trafiquer. Bon. Et du coup, après avoir compris que le Polaroid, c'était fini, même si maintenant il y en a de nouveaux, mais ils ne m'intéressent pas vraiment encore. J'ai appris Photoshop, et du coup, c'est ça aussi, la continuité se passe là, c'est-à-dire que de nouveau, je théâtralise mes images, je travaille la chromie, la lumière, je fais la régie. Je fais le metteur en scène, en fait, la post-production, avec en particulier ces ciels noirs. Là, celui-là est rajouté.
celui de l'image suivante. Voilà. Faena 2, c'est pareil, je crois. Donc là, c'est cette façon d'éclairer ou d'ombrer plutôt les scènes qui sont dans la continuité de ce que je faisais au Polaroid. Voilà. Alors là, on voit ces 2 ballons qui arrivent près de la jeune fille. On ne sait pas trop si elle s'en défend ou quoi. Et Faena, en fait, c'est un acte de la corrida avant la mise à mort. Et le titre, en fait, c'est l'antithèse de ce qu'on voit, c'est-à-dire qu'elle est aveugle, elle n'a pas de maîtrise, on ne sait pas trop, et c'est encore une histoire de destin. Pas très maîtrisable, hein, celui-là. Donc là, première image d'un triptyque, que voilà, qui s'appelle La Piste. Donc on retrouve mes idées de combinaison d'images, en fait, qui étaient déjà possibles avec la double prise de vue, mais en tout cas là, encore plus. Avec une idée de limite, de frontière, en fait, donnée par les baguettes blanches sur le monde habitable et puis le reste, l'inquiétant, infini, bref. Et là, par contre, c'est un noir naturel fait sur l'objectif. C'était le début de cette idée de ciel sombre. Donc, Iris court au ras du sol avec des balles qui sont disposées comme ça, un petit peu en référence à toute cette scène, en fait, en référence à Marais, que j'aime beaucoup, avec le costume et sa manche blanche, les balles, comme si dans une seule image, il y avait une répétition d'une seule balle, d'un mouvement. Au milieu, Iris rencontre sa grand-mère. Et ensuite, elles partent toutes les deux sous un vol de pneus de moto et de balles. Oui, là, tes lanceurs sont toujours les gens de ta famille. Pour ton entourage oui. très proche. Là, tout ça, pour l'instant, pas de professionnel. C'est la famille qui est convoquée et qui ne s'est pas trop plainte. Mais c'était intéressant, en fait, de prévoir les costumes, les objets. Et par exemple, les pneus, c'était pour moi des anneaux de Saturne. En fait, j'ai toujours dans ma tête des petites idées que je ne dis pas, en fait, et qui ensuite prennent corps dans des objets. Alors là, c'est la partie editing quand même qu'on voulait évoquer avec toi, parce que là, voilà, on voit les carnets de travail avec toutes les indications, et puis le choix final, finalement. Oui, c'est donc en numérique, je fais énormément de photographies dans une seule prise de vue. Et il faut choisir. Donc là, celles qui sont entourées de vert, donc sont les bonnes images. Il y en a une en haut, une en bas. Et tout ça, ça s'accompagne de pas mal d'écrits, en fait, pour préciser ma pensée. Là, on retrouve encore de nouveau la présence du dessin, qui est... Oui, ces carnets sont pleins de dessins. Ce sont des dessins théoriquement qui servent à préparer des photographies, parce que en fait, les dessins qui ont une vie autonome, on les verra tout à l'heure, ils ne sont pas vraiment liés aux photographies, même si esthétiquement on peut y trouver des liens. Mais là, on voit que les baguettes ont été donc prévues, peintes, organisées pour faire ce trapèze en perspective. Donc là, Fata Morgana, ça veut dire le mirage. Et de mon point de vue, il s'est passé ce vol de 4 ballons lancés par 2 personnes. Et de mon point de vue, il y a une symétrie extrême. Ça a servi d'ailleurs d'affiche à la Biennale du Quatuor à la Cité de la Musique. Je crois qu'ils n'avaient pas le choix quand même. Non. Et voilà, donc toujours cette ambiance intersidérale avec un vol de planètes. Je dirais presque à mon service, en fait. Le hasard. Là, on voit exactement l'empreinte du hasard sur cette photo-là, je trouve, dans la symétrie des 4 cylindres. Oui, alors, dans ma première exposition de cette série, en fait, il y a des gens qui sont venus me voir en me disant que c'était trafiqué, que c'était des montages. Mais ça n'a pas d'intérêt pour moi, en fait, le montage. Sinon, il n'y a pas de... Enfin, ce que je cherche, c'est justement que la photographie me rende cette chose invisible et qui pourtant a eu lieu.
Alors justement, avec la série Black Screen, on va bien voir effectivement comment tu as travaillé, tu as découvert aussi le numérique, comment tu as fait là des inversions, où effectivement donc c'est une sorte d'écran noir où se projettent les rêves. Et il faut savoir que c'est cette série que tu mènes en parallèle avec Solo. Mais moi, j'aime bien ce côté aussi très expérimental, en fait, dans cette série. Oui. Vous voyez à quel point c'est divers et varié ce que j'ai fait. Tout s'enchaîne, mais en réalité, ce sont presque des poèmes visuels qui se suivent pour moi. Donc, quand j'ai dû expérimenter le numérique, j'ai commencé à inverser des fichiers, ce qui est très différent du négatif finalement, c'est tout à fait autre chose que ça donne. Et puis aller mettre en scène avec de la lumière et des ombres. Voilà. Donc, et puis il y a une surface noire dans chacune de ces photographies qui est complètement artificielle, qui bouche l'image et qui en fait une scène théâtrale comme si c'était un pendrillon ou des coulisses qui viennent interférer avec ce qu'il y avait. Et les lieux choisis, c'est pareil, ça dépend de certains repérages, parce que ça me paraît assez abandonné comme... Oui, c'est des lieux abandonnés. L'idée, c'était ça. C'est une colonie de vacances avec toutes ces assiettes. Et pour moi, il y avait vraiment un lien avec les glass types, c'est-à-dire qu'avec des formes qui irradient à la place des ombres, donc on se trouve avec des lumières. Et puis là, dans celui-là, tableau, on voit à gauche un jardin qui devient un tableau. Voilà, et là, voilà, dans la salle, et la personne, Yvette, qui m'a emmenée dans cette magnifique maison dans le Lot, pareil, abandonnée, dans laquelle il y a un lit d'ouvriers agricoles qui est penché comme ça sur le mur, et puis une ambiance un peu étrange, on dirait des néons, mais en réalité, c'est des poutres noires, tout est inversé. Ce qui est intéressant aussi dans cette série, c'est qu'on retrouve des éléments comme les portes, qu'on va retrouver aussi dans Espace Second et Mémoire Vive. C'est aussi un... Oui, c'est vrai. Comment dirais-je ce parquet qu'on va retrouver aussi dans tes nouvelles séries. Oui, c'est très frontal, c'est une scène, et c'est ce que j'ai recherché dans les dernières séries. Et alors là, donc on continue effectivement avec cette série de dessins que tu n'as jamais abandonnée. C'est toujours cette pratique. Elle est présente vraiment, et il faut vraiment le rappeler. Elle est totalement associée à cette pratique de la photographie. Elle est aussi importante pour toi de penser, d'imaginer les dessins, la dimension du rêve. Il faudrait que tu l'évoques un petit peu parce que c'est vraiment des dessins qui sont issus de tes rêves. Alors ces dessins sont très petits, ils font 13 cm sur 18 à peu près. C'est des miniatures, c'est un petit peu pour moi comme la partie centrale d'un hourglass. Pour faire des œufs à la coque. Bon, bref, sablier, voilà. C'est-à-dire qu'il y a une rêverie, en fait, d'un côté, on passe par un espace minuscule, et là, on rentre dans un espace très grand. Voilà. Donc, ça part de taches d'encre, et c'est un petit peu des rêveries formelles, comme Victor Hugo en a pratiqué, les romantiques, les surréalistes, le Rorschach aussi. Bon, bref, une surface, en fait, animée, abstraite, à partir de laquelle je sortais des formes. Et si ces formes n'apparaissaient pas, le fond n'était pas traité, je le jetais. Et ce que tu nous avais dit quand on travaillait, quand on préparait avec Sandra, c'est qu'en fait, ces dessins, tu ne pouvais pas les photographier, en fait. Ah ben non. Voilà. Mais ils sont nécessaires. Oui, ça n'a rien à voir avec un projet de mise en scène. C'est une... capture comme ça au fil du travail. Et il y a aussi le travail du temps dans le dessin, c'est-à-dire que ça vient lentement. La photographie, c'est immédiat. Voilà, donc
On retrouve des éléments comme la chaise qui était dans la suite d'Arles sur le toit de l'église des prêcheurs. Et puis il y a une correspondance entre des éléments abstraits comme ce podium, les gros traits de crayon et puis un objet très fin. Là, on a un miroir qui vole et qui contient, en fait, c'est un miroir sur lequel la course des étoiles est dessinée, la course des planètes, alors que dans le ciel, elles sont libres. Voilà, une espèce de fumée. Alors lui, peut-être, il vient aussi de Fata Morgana, voilà, le ciel, un infini qui contient le ciel, alors qu'autour, il n'y a plus rien, et en même temps, un décor très, très familier en bas. Alors tout à l'heure, j'avais parlé de la série Où commence le ciel. Là maintenant, c'est le ciel commence ici. Et là, c'est vraiment un désir de retravailler sur les toits, en fait. Et finalement, on se rend compte que dans ton œuvre, il y a des thèmes récurrents. Les toits, le ciel, le noir du ciel. Et là, tu avais envie donc de retravailler aussi autour de cette idée de l'architecture. Oui, parce que l'architecture, je l'avais déjà... Enfin, je m'en étais servi comme décor dans la suite d'Arles, mais c'est toujours un élément fondamental, en fait, de mes mises en scène. Et là, du coup, dans cette série, je suis remontée sur divers toits. Là, ce qu'on voit, c'est une page de carnet dans laquelle je me demandais comment faire des constellations. Finalement, j'ai trouvé du polystyrène. Ah oui, il y a aussi une carte, mais bon, je vous la montrerai après. On voit les tests de vol d'une constellation. Et puis là, c'est un travail de repérage, en fait, sur le toit de l'Observatoire de Paris, avec la coupole Arago derrière. Et voilà, donc ces photographies-là, en fait, leur ciel n'est pas tout noir, c'est pas un ciel intersidéral comme dans la série Solo, mais on est redescendu sur Terre quand même. Voilà, Daniel Larieux, le chorégraphe, avec qui j'échange toujours enfin, je vais travailler pour lui ou lui pour moi. Donc ça s'appelle Adoration. Et là, tu commences à t'entourer avec des lanceurs professionnels, enfin des gens qui sont soit chorégraphes, comédiens. Oui, mais le lanceur professionnel. Oui, c'est Monsieur Philippe. C'est Monsieur Philippe. Mais là, par contre, oui, c'est vrai, c'est un professionnel de la danse. Et donc, pour te répondre, les deux danseurs avec qui j'ai travaillé, donc Daniel Larieux et Anne Laurent, ont pour consigne en général de ne pas bouger. C'est-à-dire que je suis très impressionnée par leur capacité en fait à servir de paratonnerre à mes idées, à être immobile et en même temps à irradier une présence. Voilà, donc le ciel, la carte du ciel devant la coupole Arago. Bon, je vous ai amené la carte. En quelle matière? Carte routière. Carte routière. Très bien. Et donc, d'un côté, on a les hémisphères. Une carte du ciel, en fait, a deux hémisphères, hémisphère nord, hémisphère sud. Mais là, comme d'habitude, il n'y a rien à voir. Et de l'autre côté, c'est l'inverse. Voilà. Alors, donc, c'est Anne Laurent, ma danseuse avec qui je travaille depuis 2006, qui incarne ces personnages. Là, la chevelure de Bérénice. Une histoire un peu longue, mais bon, une reine d'Égypte dont on a coupé les cheveux parce que son mari Ptolémée est revenu de la guerre vainqueur, et c'est devenu une constellation. Et puis ensuite, il y a eu cette carte blanche à Deauville d'un festival qui s'appelle Planche Contact. Et je suis montée encore sur les toits, puisque c'était la même série, les toits de la piscine très célèbre de Deauville, en fait, de Roger Taillibert, qu'il a réalisé en 1966, en voile de béton très fin, et qui est très intéressante. Et donc là, j'ai commencé à penser mes scènes. Et ça a donné, donc, par exemple, Annabelle Lee, toujours Anne Laurent, qui est devant la mer, sur le bord de la piscine. Annabelle Lee, c'est un poème d'Edgar Poe, une histoire d'amour qui finit mal. Et puis Mélancolia, en référence à la gravure de Dürer, Mélancolia 1. Alors évidemment,
on a lancé 14 ballons. Les sceptiques pourront voir qu'il y a non seulement une ombre, mais un reflet à chaque fois. Voilà, sur les toits des bains pompéiens. Et l'exposition, en fait, ma dernière exposition, Fille du Calvaire, en 2016, avec une photographie faite sur le toit du château de Saint-Germain-en-Laye, et là, le château de Chambord, tout en haut. C'était des prises de vue extraordinaires. Et tu as pu avoir accès facilement à ce genre de bâtiment pour tes prises de vue? Ça dépend. Ça dépend. Saint-Germain-en-Laye, aucun problème. Chambord, plus compliqué et désastreux. Le Palais de la Découverte, où j'avais les autorisations, mais le Grand Palais a refusé. Voilà. Alors ici, donc on est dans Espace Second. C'est un travail actuel que tu as commencé quand tu as été l'invité d'honneur pour la résidence des jeunes internationaux de Niort à la Villa Perrochon en 2018. Et ce qui est intéressant aussi, dans les images qu'on a vues précédemment, c'est vraiment la présence de ces carnets préparatoires qui sont vraiment comme des synopsis et tout est quand même extrêmement bien préparé, même s'il y a effectivement une place laissée au hasard. On voit bien que maintenant, voilà, tu fais appel à des professionnels et tu cadres de plus en plus tes préparations. Oui, alors en fait, il y a quelques images qui ne sont pas dans ce cadre-là, justement, puisque il y en a 2, je crois, voilà, qui sont faites à Niort dans mon exposition. On a décroché les tableaux et c'est moi qui pose parce que j'avais personne sous la main. Les jeunes internationaux étaient au travail. Donc, j'ai réalisé à cette occasion que je n'aimais pas trop poser. Très compliqué de sortir du rôle. Voilà, mais effectivement, à partir de là, il y a eu un vrai protocole de prise de vue, c'est-à-dire une image très frontale et très Renaissance, enfin perspective très classique, avec un personnage, un objet lancé, un costume et une lumière. Et le retour au noir et blanc. Ah oui, d'ailleurs, c'était seulement dans longue distance qu'il y avait du noir et blanc, mais là, cette fois-ci, je me suis demandé aussi si en numérique j'allais trouver vraiment ma personnalité et bizarrement j'ai toujours admiré les photographies très définies des autres artistes et du coup là, ça va très bien comme ça. Donc là, Destin, la précédente s'appelait Souffle et là il y a un petit travail sur le temps de pause pour que l'objet soit vraiment indéfinissable. Et puis, une préparation d'une prise de vue à l'observatoire à l'intérieur de la coupole, où là, en fait, je me sers rarement d'œuvres d'autres artistes de façon directe, mais là, je suis partie d'un personnage, en fait, de Gisèle, de Vampire, de Dreyer, le film de 1932, dans lequel Gisèle est épuisée à la fin des aventures et donc se repose. J'aime beaucoup cette attitude. Et j'ai pensé à une scène en référence à ça, et aussi à partir de ces 2 dessins-là, qui représentent le rêve de Pénélope. Et donc, on est parti en prise de vue à l'Observatoire avec Perny Bergendorf, ici présente, avec qui j'avais déjà travaillé pour une autre série de prises de vue de la même série. Et là, là, pareil, il y a un objet lancé. Il faut deviner lequel. En fait, il y a 2 costumes, un porté et un lancé. Ça s'appelait Un long voyage. Et celle-là, donc Iris en Gisèle de Dreyer, ça s'appelle Promontoire des songes, en hommage au texte de Victor Hugo sur le jour où Arago lui a montré un lever de soleil sur la Lune, 1834. Alors là, c'est pareil, c'est encore une série qui est très liée à Espace Second, que tu as réalisé dans le cadre du prix de la photographie des Treilles en 2018, où tu as été la lauréate parmi d'autres photographes. Et là, la thématique du prix portait sur la Méditerranée. Et toi, tu as fait un travail sur des personnages uniquement féminins de la mythologie grecque qu'on va découvrir. Et effectivement, tu as choisi donc
les femmes qui ont le moins souffert. Oui, c'était un peu compliqué, mais j'ai trouvé. J'en ai trouvé. Et donc, j'ai travaillé sur 7 personnages qui ont des aventures oui, avec les dieux, avec les héros. Et donc, j'ai pris le point de vue des héroïnes. Bon, donc juste 2 pages de carnet, là, c'est la préparation du personnage de Lapiti, avec Perny et Philippe qui font des essais de paroles d'Apollon, puisque Lapiti, en fait, c'est la traductrice de la parole d'Apollon à Delphes, qu'elle livre aux prêtres. Et donc, la forme de la parole, pour moi, c'était donc un lancer d'objets, et ils sont en train de préparer ça. Il y a encore une petite annonciation pour faire bon poids. Et ça, c'est la préparation du personnage d'Eurydice qu'on verra tout à l'heure. Donc, on est à la chapelle de la Vieille Charité à Marseille. Ah oui, là, c'était assez compliqué les autorisations, mais j'ai été très aidée par Marie-Paul Vial, qui était l'ancienne conservatrice des musées. Donc, Perny porte un costume. Alors là, les repérages ont été fondamentaux parce que la texture, la couleur, le tombé des tissus, tout ça, c'était en référence à l'Antiquité, mais pas seulement. Ariane, donc c'est l'image de notre soirée. Ça s'appelle L'amour fou 1. Donc, on a fait des prises de vue. Il y a des photographies de la série avec un fil, un ruban qui est l'objet traditionnel d'Ariane que Dédale a donné à Ariane pour sauver Thésée. Mais là, j'ai pensé à un décor j'avais participé à un décor pour Daniel Larieux en 2001, et j'avais fait un labyrinthe de pétales de fleurs que les danseurs jetaient en passant. D'autres danseurs venaient avec des balais et formaient un labyrinthe, et immédiatement après, d'autres le défaisaient. Donc là, Ariane a décidé de faire un peu le petit poussé et de faire un labyrinthe, plutôt de mettre des signes pour que Thésée s'en sorte facilement. Mais là, elle a l'air un petit peu inquiète. Et puis là, alors, un endroit extraordinaire, c'est le château Pastré à Marseille, dans lequel le grand salon communique avec un autre plus petit salon par une cheminée qui est surmontée d'une vitre et non pas d'un miroir. Et donc, ces 2 cheminées qui sont dos à dos, avec les conduits qui passent sur les côtés. Mais du coup, j'ai fait monter Perny sur la cheminée de derrière la vitre. Et du coup, ce personnage, c'est Eurydice, qui doit redescendre aux enfers parce que Orphée s'est retourné. Et donc, on ne parle jamais de ce moment-là, mais Eurydice aussi est triste. Elle est même désespérée. En fait, c'est nous. Et puis, Médée. Alors là, Médée, c'est en visitant le sous-sol de la Tour Royale de Toulon que j'ai commencé à travailler à ce personnage que je n'avais pas prévu. Alors bien sûr, j'ai regardé encore une fois Pasolini et sa façon de voir le personnage, mais j'ai décidé que ce personnage, en fait, exprimerait sa violence avec des gestes qui concernent son costume. Donc elle jette son voile. Voilà, Médée, prisonnière, notre dernière image, qui montre ce personnage, en fait, ou plutôt cette actrice qui est tellement dans son personnage, et le personnage est tellement dans son décor que pour moi, c'était l'image finale. Voilà. Alors, effectivement, là, je vérifie le temps quand même, et on a un tout petit peu de temps avant de commencer les questions. Mais c'est vrai que dans ces dernières séries, finalement, je dirais que la famille est un petit peu moins présente. Et c'est Philippe et toi essentiellement qui travaillaient avec des comédiens. Oui. Voilà, comment s'est fait cette nouvelle collaboration en fait? Eh bien, les enfants grandissent. Et puis, c'est intéressant de travailler la mise en scène avec des professionnels parce qu'ils ont une vie à eux dans le travail du théâtre ou de la danse, une pratique, une pensée. Ils ont l'habitude de travailler avec un metteur en scène. Et donc, c'est très intéressant de donner des consignes, en fait, de faire de la direction d'acteurs auprès de personnes qui sont acteurs. Et voilà. Donc avec Perny, c'était très très simple.
D'accord. Et dans cette idée de préparation, finalement, c'est vrai que voilà, il y a eu soit des commandes, soit des travaux très personnels. Mais finalement, quel est le temps que tu passes dans la réalisation entre effectivement la production, la prise de vue, et ensuite la post-production? C'est 1 an par série. C'est-à-dire que là, de vive mémoire, il a fallu demander les autorisations, faire les repérages, traiter les repérages, dessiner sur les repérages. Après, une fois que j'ai fait un dessin, je fais le costume qui correspond. Il faut chercher les tissus, il faut s'adapter au modèle, coudre, et puis ensuite partir. Et donc là, on était en résidence au Treil, donc dans ce lieu magnifique qui nous était offert. Mais on a rayonné autour de ce lieu, en fait, en Provence. Et les prises de vue, c'est assez rapide, en fait, parce qu'elles sont très préparées, elles sont très dessinées. C'est la 2 bis, ça c'est comme presque au cinéma. Et ensuite, alors la post-production, l'editing, c'est la partie la plus dangereuse, on va dire, sur laquelle je reviens énormément. Et puis ensuite, le traitement des images, oui, la théâtralisation des images. Et oui, je voudrais dire que tout se passe en lumière naturelle. En fait, il n'y a pas tellement de matériel, il y a des réflecteurs, c'est tout. Alors effectivement, là, donc, nous venons de parcourir 30 années de pratique artistique où dessin et photographie sont intimement liés, et où le désir, donc là, il est très clair de continuer de collaborer avec des professionnels apparaît comme une nécessité. Et donc ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Perny avec nous, qui clôt donc ce diaporama. Et on s'est dit avec Corinne et Sandra que ce serait intéressant d'avoir votre point de vue sur cette collaboration. Merci. Et merci pour cette collaboration déjà. Et, je me suis rendu compte de plein de choses en écoutant ça déjà. D'abord, j'ai travaillé avec toi, donc je connais très bien le travail qu'on a fait. Et c'est vrai, pour moi, tu aurais pu être un grand réalisatrice, parce que tu travailles dans exactement la même manière. Il y a quelque chose qui est extrêmement précis dans ton travail. Tout est préparé, mais vraiment dans le moindre détail. Et en plus, tu sais quel rôle ça joue quand, par exemple, on prend toutes les photos qu'on a prises. Tu m'as toujours amené dans des endroits déjà magnifiques, mais aussi chercher des histoires. Et ça, c'est très important. J'ai travaillé avec des photographes aussi qui sont précis dans une autre manière, où c'est, tu regardes par là, tu fais comme ça, un peu comme ça, et là, tu perds complètement, là, tu bloques, tu donnes rien. Mais avec toi, si on arrive à te donner quelque chose sur des photos, c'est parce que tu es préparé dans cette manière où tu me donnes la liberté, en fait, de m'exprimer. Et autre chose aussi, quand j'ai vu toutes les photos que je connais déjà pas mal avec les choses lancées, je me suis dit, il y a des photos où l'intention est bonne, mais où je me sens presque comme l'objet qui est jeté, en fait. Parce que tout est préparé. Et après, comme l'objet, tu t'envoles, en fait. Tu deviens assez libre, et puis on voit ce que ça donne. Et c'est pas, je dis pas parce qu'après il y a des photos où je suis beaucoup plus immobile, où il y a Philippe qui a jeté des choses sur moi. Mais c'est un peu la même façon de dire, tout est préparé, et là, on peut laisser les choses libres. Et c'est là où il se passe quelque chose, comme tu as bien parlé sur la photo même, mais aussi moi qui incarne le personnage. S'il n'y avait pas ça, tu peux rien donner. Après, tu peux peut-être avoir une jolie image, mais c'est pas du tout ça. Et c'est pour ça que je pense que des images, même s'ils sont extrêmement presque scientifiques et précis, il y a un grand poésie, il y a une grande histoire, parce que tu laisses libre pour moi de m'exprimer. Et là, ça, comme tu dis, tu attends que le photo te parle, qu'en fait, que la photo capte quelque chose que tu n'as pas vu. Et même moi aussi, j'ai découvert quelque chose en m'aider dans les personnages qui m'a un peu choquée. Donc voilà, en moi. Désolée. Oui. Je ne vais pas m'aider, j'espère. Mais bon, Non. Oui, voilà. C'est vrai que d'abord tout ce qu'elle dit est vrai parce qu'on n'a pas préparé.
Mais nous aussi, c'est préparé, mais c'est vrai. Mais Pernille, j'ai tout de suite, je sais pas, ça a tout de suite marché. C'est-à-dire que cette zone de liberté, en fait, d'action, c'est bien mis en place avec des consignes très particulières. C'est-à-dire que quand on a travaillé la première prise de vue, en fait, à Balzac, là, à la rotonde Balzac, je t'ai demandé de tourner et de me dire ce qu'il y avait derrière cette porte. Et toi, tu avais un bandeau sur les yeux. Et voilà. Et en fait, elle m'a fait peur, carrément. C'était je sais pas, ça marchait. Moi aussi, je suis impressionnée par le jeu de l'acteur en action. Et là, la dernière où elle rentre dans le mur, je lui ai juste dit, Pernille, maintenant tu rentres dans le mur. Mais justement, je connais ça. Je suis une spécialiste en rentrant dans le mur. Pernille, c'est une grande actrice et elle a fait en même temps un petit coup de pied dans sa robe là, qui donne un mouvement, et la main complètement détendue et voilà. Merci. Bah, merci à toi.